Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous choisissez de suivre cette émission, ça se dit. L'émission qui revient souvent sur tout ce que vous dites chez vous à la maison. Nous en faisons un très bon sujet. Avec notre invité, nous débattons dessus. Aujourd'hui, spécialement, le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ça va faire près de 66 ans que la RDC est vraiment indépendante. Est-ce que nous sommes en train de vivre la vraie indépendance sur le plan économique, sur les plans de la stabilité institutionnelle? Est-ce que nous sommes réellement dépendants ou indépendants comme aujourd'hui on le célèbre 66 ans après? Lui, notre invité spécial aujourd'hui, c'est Monsieur Nestor Moussoul, cadre du parti politique Alliance pour le Changement, parti cher à Monsieur Jean-Marc Abound. Monsieur Nestor, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est pour moi un honneur et une fierté d'être encore ici sur les antennes de Nyota TV. J'espère que tous les Katangais, tous les Louchois, ils sont vraiment scotchés pour suivre cette grande émission qui est réalisée par vous qui êtes grand journaliste. Aujourd'hui, le choix est porté sur ma personne. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants parce que moi, je profite de cette occasion vraiment pour saluer tous les Lualabés qui ne cessent de me soutenir, qui sont presque dans différents partis politiques. Parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui disent que nous te soutenons malgré que nous sommes des partis politiques, des pouvoirs, ni de la mouvance. En tout cas, vous faites notre fierté. Alors, j'ai dit sincèrement aussi merci à tous les grands journalistes qui ne cessaient de m'accompagner parce que c'est pareil que je suis très connu. C'est pareil que mon influence et cette confiance s'est pérennisée dans la province de Lualaba parce qu'actuellement, il n'y a pas une personne au Lualaba qui peut faire face à l'Union sacrée des pèses, à la personne de M. Nestor Moussoul. Donc je suis l'unique. Les autres m'appellent Terminator. L'opposition qui fait peur. Qui fait peur au sein de l'Union sacrée au Lualaba. Il le sait très bien. Et même l'idée des pèses parti au pouvoir au Lualaba, il le sait bien. Et même Fidek, parti cher à la gouverneure, Madame Fifi Masuka Saini, il connaît très bien qui est Nestor Moussoul et tous les communicateurs de la gouverneure connaissent bien qui est Nestor Moussoul et ils le savent très bien. Et vous faites peur par quoi? On aborde un peu cette parenthèse. Vous faites peur par quoi? Vous parlez trop, vous dites la vérité. En quoi vous êtes fort? En tout cas, je fais peur d'abord premièrement par la vision politique que j'ai pour ma province. Ça, c'est la première des choses. Je fais peur pour l'amour que je porte pour ma province. Quand je regarde comment ma province était et là où elle est aujourd'hui, c'est ce qui fait peur dans les cas adverses parce que j'ai la réalité du Lualaba, j'ai la réalité des Colosi, je ne dis uniquement la vérité et je ne dis que c'est que le peuple vit. Parce que le pouvoir, le véritable patron, le bailleur, c'est le peuple. Nous sommes les locataires, c'est le peuple qui nous donne mandat de les représenter. Donc, si vous êtes du côté de la population et que vous défendez valablement cette population, les gens vous font confiance. Pourquoi? Ils ont vu tout le groupe avec qui Nestor a passé le temps. La plupart des gens ont été débauchés, ils travaillent déjà avec la gouverneure. Quelqu'un m'avait posé une question que tu es resté seul, tous les gens avec qui tu étais dans la liste de l'opposition depuis le gouverneur Mouyej jusqu'à aujourd'hui ont basculé vers la majorité de la mouvance. Je dis que non, c'est leur temps, qu'ils fassent leur temps. Et nous aussi, notre temps déjà arrive. Il est déjà arrivé pour bientôt. Et je les avais dit que moi, j'entrais par la grande porte et non par la fenêtre. Donc, c'est mon travail qui est le CV. Tous ceux aujourd'hui qui servent l'État congolais sont entrés par la petite porte ou par la fenêtre, comme vous le dites. Bon, s'ils ont aujourd'hui accepté de travailler avec l'Union sacrée, communiquer pour le compte de l'Union sacrée, je ne pense pas que ça soit par la fenêtre qu'ils sont entrés au pouvoir. La grande porte, c'est la matérialisation de la vision que vous avez pour votre province. Le Lualaba, c'est une jeune province. Je vous dis vrai, c'est une jeune province, il y a beaucoup de défis. Mais on se rend compte que suite aux frais de redevance, suite au miel, il y a beaucoup de flatteurs, beaucoup de jouisseurs, beaucoup de sacaillosistes. Donc, même la gouverneure, elle est entourée presque de 90% de flatteurs. Tous ces gens-là, ils crient, non, maman Oumela, c'est parce que la gouverneure le paye bien. J'ai demandé à Madame Fifi Masuka de passer même 3 mois sans payer. Vous verrez, ces gens-là vont encore retourner des langages contre elle. Vous comprenez bien? Donc, elle doit être aussi entourée de personnes qui ont le souci de faire développer cette province. Qu'est-ce que ces gens-là? La question est simple. Si aujourd'hui elle vous appelle parce que vous faites partie des gens qui ont une bonne vision de la province, en tant qu'assoiffé du développement de la province, elle vous appelle pour vous dire, Monsieur Nestor, vous avez des bonnes idées, venez, travaillons ensemble. Quel sera votre point de vue? Je le dis sans même mâcher les mots, chers confrères journalistes, grands journalistes que vous êtes. Je ne fais pas de polémiques. Tout le monde le sait que ma tête dépasse les 10 ministres de madame, les 10 ministres provinciaux
que la dame travaille avec. Et ça, c'est très prétentieux. Non, ce n'est pas faux, je l'ai dit, Janassine. Je vous dis la vérité, ce que la dame fait dans une année, 3 mois ou 4 mois, 6 mois, je suis à sa place. Tout ce qu'elle fait pour 6 mois, 6 ans, je peux le faire pour 2 mois. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai mis ma main à couper. Parce que je connais bien ma province. Très bien. Merci Monsieur Nestor Moussoul, ça commence comme ça avec lui. Hein. Vous êtes très habitué. Alors, aujourd'hui, 66 ans que la RDC est en train de vivre son indépendance. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Aujourd'hui, 30 juin 2026. Quel est votre sentiment aujourd'hui d'être dans un pays indépendant il y a 66 ans? En tout cas, moi, personnellement, aujourd'hui, c'est une déception. Déception, pourquoi? Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le pays a essayé de marcher. Nous avons accueilli seulement l'indépendance politique. L'homme congolais a été pressé vraiment de demander cette indépendance, quand bien même nous la saluons, mais on devait nous préparer. Parce que avant l'indépendance, l'administration était dirigée par les Belges. Et après l'indépendance, les Belges sont partis avec leurs compétences administratives et ils n'avaient pas préparé l'homme congolais à la gestion administrative. C'est le seul problème que nous avons aujourd'hui. Et ils n'avaient pas préparé l'élite congolaise à prendre la relève politique. Ça aussi, c'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Et les Belges n'ont pas préparé la classe politique qui devait pérenniser leur développement après leur départ. Donc, il fallait préparer une classe politique. Voilà pourquoi il y a même un président qui a dit non, j'ai besoin de 15 personnes. Ça, c'était un échappatoire. Ce qui est là, il faut préparer une classe politique qui est basée sur l'amour du prochain et le sens du patriotisme. C'est quand l'homme congolais sait que je dois travailler pour le compte de mon prochain. Si mon prochain mange bien, est-ce que moi aussi, de mon côté, je suis heureux? Ça, ce sont des choses que nous avons manquées. Et les Belges ne nous ont pas donné l'indépendance économique. Donc, ils sont partis aujourd'hui. Je suis très déçu. Les Belges sont partis même avec les documents de la géologie minière de la RDC. Aujourd'hui, oui. Pour qu'une entreprise puisse venir ici au Congo et investir, il doit passer par la Belgique. Payer d'abord le frais, parce que la Belgique doit manger les droits d'auteur par celui qui avait fait la prospection. Aujourd'hui, même le ministre national des Mines n'a même pas la documentation sur la cartographie des richesses de la RDC. Vous comprenez déjà que notre pays est vraiment malade à tous les niveaux. Il est vraiment malade. Donc, vous regardez aujourd'hui, après l'indépendance, c'est presque même, on ne peut pas dire même, après l'indépendance égale même avant l'indépendance. C'est faux. Après l'indépendance, nous avons tellement reculé. Nous sommes presque au 7e siècle. Pourquoi? L'élite congolaise a échoué. Les gens sont assoiffés d'être au sommet de l'État, mais sans être préparés pour exécuter une vision qui peut développer ces pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui accuser tout ce que nous vivons aujourd'hui que c'est la faute de nos colonisateurs, c'est la faute de la Belgique? Est-ce qu'elle n'avait pas la volonté de nous laisser indépendants? C'était une indépendance de façade apparemment. En tout cas, nous pouvons saluer Lumumba, c'était un visionnaire. Lumumba faisait mal à la communauté internationale, y compris même la Belgique. Lumumba a été trahi par la Belgique, Lumumba a été trahi par les belligérants, les Occidentaux, les Américains, ne voulant pas de Lumumba. Pourquoi? On voulait que Lumumba, c'était un radicaliste à outrance, c'est-à-dire que Lumumba n'était pas flexible. Alors, dans la façon de faire les choses, vous connaissez bien sûr dans la relation internationale, les relations entre nations et nations, ça prime sur les intérêts. Alors, lorsqu'ils ont vu que les intérêts américains au Congo pouvaient faire face à un blocage suite à un leader qu'on appelait Lumumba, d'où il fallait l'éliminer pour que leurs intérêts puissent pérenniser. Et après l'assassinat de Lumumba, l'Amérique a préparé un pivot. Maintenant, notre pivot n'a pas réussi, il a réussi dans certains domaines. Donc, nous parlons de Mobutu, Laurent Désiré Mobutu. Il était un agent de la CIA, un agent des renseignements des services américains. Et lorsque Mobutu, les Américains, les Occidentaux l'ont accompagné, Mobutu a travaillé, mais Mobutu aussi a manqué quelque chose qu'il a manqué jusqu'à aujourd'hui, ça a écouté. Mobutu n'a pas si formé une nouvelle classe politique qui pouvait prendre les raies avec lui. Il s'est fabriqué un éternel dictateur, il s'est fabriqué au roi d'Isaïe. La seule chose qu'il a réussi, c'est l'unité nationale, parce qu'à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de tribalisme. Ça, c'est quelque chose de positif. À l'époque de Mobutu, on avait une armée puissante. Donc là, je pourrais dire coup de chapeau au deuxième président, à la deuxième république, parce qu'en première république, on parle de Joseph Kasavubu. Certains disent que Lumumba a été très pressé. Lumumba ne devait pas réclamer l'indépendance en 1960 parce que
la Belgique n'avait pas fini de former les Congolais à l'administration, à l'économie, à tout cela, mais il a été pressé. Pensez-vous que réellement Lumumba a été pressé? Personnellement, Lumumba n'avait pas été pressé. Moi, je pourrais dire la vérité, la faute est à la Belgique. Okay. Si le Congo se trouve dans cette situation que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire à 80% c'est la Belgique. Parce que les Blancs étaient risés. Ils savaient que si nous formions l'homme noir, il va nous remplacer. Comme nous voulons toujours maintenir l'homme noir dans l'esclavage, vaut mieux le laisser quelques attributions administratives, mais qui ne connaissent, qui ne maîtrisent pas les noyaux secrets de ce qu'on est en train de faire. Parce que la Belgique était là, parce que la Belgique était comme l'élève de l'États-Unis d'Amérique. Vous vous êtes rappelé bien, Léopold D avait demandé l'aide de l'Amérique afin de prendre quoi? Les Congo belges. Lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin en 1885. C'est là où il y a eu la création des Congo belges. Et quand ils ont commencé, qu'est-ce qui les a poussés? Ils nous ont endormis avec les histoires du christianisme, ils nous ont endormis avec la Bible, en même temps, et exploitaient notre richesse. Allez aujourd'hui dans le musée de la Belgique. Vous allez retrouver tous les reliques, tout l'historique de la RDC est dans le musée de la Belgique. Nous-mêmes, Congolais, personne n'a la véritable réalité sur l'histoire de notre pays. Donc c'est l'histoire qu'on est en train de falsifier, de tronquer de ci à là. Ok, toute la documentation sur l'histoire du pays se trouve en Belgique. Donc vous comprenez que la Belgique a joué un mauvais rôle pour la déstabilisation de la RDC. Moi, je ne mâche pas mes mots. Parce que certains qui ne connaissent pas l'histoire pensent que Lumumba, s'il est même arrivé à mourir, il est décédé à cause de sa femme. C'est parce qu'il avait beaucoup d'amour alors qu'il pouvait facilement fuir. Hein, ça s'est dit, hein? Oui, ouais. Non, je l'ai dit en politique, là, donc tout le coup est permis en politique. On doit chercher les points faibles de M. Nestor. Si on sait que nous avons essayé tout le plan, M. Nestor reste concentré, il n'est pas flexible, il est constant dans ses décisions. On peut même utiliser la femme contre moi, même mes propres enfants. Donc, juste pour une façon de me déstabiliser, de voir quel est le côté plus faible là où il peut m'avoir facilement. C'est comme ça que Lumumba a été piégé. Vous voyez qu'il avait l'amour pour sa femme, l'amour véritable. Il ne voulait pas que sa femme puisse mourir dans quelque chose que lui faisait, parce que Lumumba n'a jamais impliqué sa femme ni sa famille dans la vie politique. Donc, personne ne connaissait même la femme de Lumumba quand il était premier ministre. Est-ce que quel est le Congo qu'il voyait la femme de Lumumba à côté de Lumumba? Non, il a protégé sa vie privée. Alors, l'État, les politiques voulaient utiliser tout le mécanisme possible pour avoir Lumumba. Donc, ils ont même utilisé sa femme. En politique, on peut utiliser même mon propre frère, on peut utiliser même ma mère, on peut utiliser ma femme et mes propres enfants. Voilà pas quand tu es sur le terrain politique, il faut prévoir. C'est un terrain très glissant. La politique, elle est dynamique. Il faut être prévisible dans tout. Lumumba c'est un héros véritable. Il est mort pour ce pays. Lumumba avait une vision globale. Lui parlait de l'unité nationale. Lumumba était contre les histoires de fédéralisme. Lumumba, on va y arriver. Oui. On commence avec le tout premier président. C'est vrai que les Belges n'ont pas préparé l'homme congolais, mais ils ont quand même placé les autochtones au sommet du pays. On commence avec Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République. On peut le critiquer un peu. En quoi il a été bon? En quoi il a été mauvais? En tout cas, moi personnellement, avec ma petite histoire que j'ai, le premier président Joseph Kasavubu, personnellement, était un homme loyal, très loyal. Le premier président Joseph Kasavubu était un homme qui aimait réellement le pays. Parce que je me rappelle, lorsqu'on lui donnait les frais d'émission et qu'il partait en mission de service, l'argent qui restait, il retournait ça dans la caisse de l'État. Est-ce qu'il y a un Congolais jusqu'à aujourd'hui qui est comme Joseph Kasavubu? Les gens parlent peu de Kasavubu parce que ce sont les Belges qui nous ont tronqué avec une fausse histoire. Même l'histoire que nous étudions à l'école, il faut remettre ça en cause. Même la géographie qu'on étudie, il faut remettre ça en cause. Les Blancs nous ont trompés dans beaucoup de choses. Alors l'homme doit être, donc pour se développer, l'homme doit avoir un esprit critique dans tout ce qu'on lui donne comme une information. Donc le président nous dit qu'il était un lâche. C'est faux, non. On essaie de salir l'homme. On essaie de salir, de ne pas éveiller, de dire aux Congolais que Kasavubu était parmi les bons présidents que le Congo n'a jamais eu. Un président intègre, l'intégrité. Il avait l'amour pour son pays, il avait les soucis des Congolais. Donc Kasavubu était intègre et honnête. Là, ce sont les points positifs que nous avons du mal à avoir à la tête du pays actuellement. Qui ressemble à Kasavubu? Quelqu'un qui parle avec l'argent de l'État dans une mission de l'État et que le restant des sommes d'argent, il retourne encore ça dans la caisse de l'État.
Imaginez-vous quel est le niveau de l'intégrité. En quoi? Est-ce qu'il a été faible quelque part? Le problème de Kasavubu n'avait pas un leadership efficace parce que le leadership s'assime. Lui étant président de la République, il devait déjà s'assimer pour avoir un niveau élevé par rapport à son premier ministre. Les gens sentaient que c'est Lumumba qui dirigeait le pays parce que Lumumba était développé en pensée, en intelligence et il avait une projection. Alors Kasavubu avait une faiblesse de l'humanisme et c'est cette faiblesse qui l'a coûté cher parce qu'en politique on n'a pas besoin des sentiments, des émotions. Donc c'était un président émotif. C'était un président, pour lui, donc c'était presque un blanc dans la peau noire, donc pour Kasavubu. Donc c'était ça sa mentalité. Ok, nous sommes en Afrique, chaque pays a ses réalités politiques. Donc il devait s'adapter à la réalité politique du pays. Premièrement, en maîtrisant la cartographie de la RDC. Deuxièmement, en maîtrisant les ethnies qui composent notre nation RDC. En ayant également la main sur l'armée. En ayant d'abord la main sur l'armée, ce qui n'a pas été le cas parce que celui qui commandait l'armée, c'était le premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Or que celui qui devait commander l'armée devait être Joseph Kasavubu. C'est que lui, il a délégué son pouvoir à Lumumba. C'était ça la faiblesse de Kasavubu. Donc il a délégué son pouvoir à Lumumba parce que Lumumba était loquace. Lumumba était inflexible et puis il était intelligent et puis il était accepté. Lumumba avait une masse. Les gens, c'est quelqu'un qu'on acceptait facilement. C'est pas que Lumumba distribuait l'argent, non. Les Congolais l'ont accepté facilement. Quand Lumumba fait un discours, même tous les élites congolais acclamaient et disaient cet homme, c'est un visionnaire. C'est ce qui avait manqué dans Joseph Kasavubu. Il a passé hors des opportunités que Dieu lui a données. Donc c'était lui qui devait faire décoller le pays. Si Kasavubu avait le leadership de Lumumba, le pays devait être développé. Si Kasavubu avait le sens, la vision globale de la RDC comme Patrice Emery Lumumba, le pays devait être développé. Pourquoi? Oui, parce que Kasavubu n'a jamais été taché. Là, on peut le dire. Lui est venu au milieu d'une discussion, d'une diversité des pensées entre Kasavubu et Lumumba. Il s'agit de Mobutu. Il s'infiltre là au milieu et lui vient maintenant avec un leadership imposant. Comment l'aviez-vous trouvé, Joseph Mobutu? Joseph Mobutu, je vous ai dit, le Joseph Mobutu, c'était un agent infiltré. Lorsqu'il y a eu crise politique entre Kasavubu et Lumumba, crise de leadership, parce que c'était une crise de leadership. Lumumba n'acceptait pas que Kasavubu est son président, parce que Kasavubu réellement avait un leadership très médiocre par rapport à celui de Lumumba. Alors, le belligérant, ils ont vu que si nous laissons ces messieurs ici, Lumumba, en regardant ses compétences, en regardant son carnet, il ne sera pas bénéfique pour nous. Il risque de freiner nos intérêts sur les Zaïre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher un bouc émissaire qui va être le pivot, le juste milieu et qui doit les renverser. Et voilà pourquoi on a commencé par proposer Lumumba avec un secrétaire, comme il avait son secrétaire, c'était Joseph Désiré Mobutu, qui était le secrétaire de Lumumba, secrétaire particulier de Lumumba. Lui, il était à côté, quand je vous ai dit que Mobutu était un agent infiltré de la CIA, il était à côté de Lumumba pour jouer la politique du corbeau et les renards et connaître les faiblesses de Lumumba afin de les renverser. Parce que Mobutu a fait des coups d'État. Il y avait le premier coup d'État, quand il y a eu, après assassinat de quoi? Avant assassinat de Lumumba. Le deuxième coup d'État est intervenu en 65. Le premier coup d'État, il a organisé l'armée, il a organisé le pays, il a goûté au miel. Une transition qui commence. Maintenant, quand il a goûté au miel du pouvoir, il s'est dit non, je mérite d'être président de la République. Comme en politique, il n'y a pas de sentiment. Ton ami d'aujourd'hui peut être celui qui peut te sacrifier demain. Donc en politique, il n'y a personne. On est là pour les intérêts. Et voilà pourquoi le monde a été renversé par qui? Par Joseph Désiré Mobutu. À quel moment son leadership n'a pas été payant pour qu'aujourd'hui, qu'on ne soit pas un pays réellement indépendant? En tout cas, Mobutu était bon quand Mobutu a fait le coup d'État. Il a commencé d'abord par organiser l'indépendance économique avec l'Union minière qui est la Gécamine. C'est Mobutu, sous son règne, qu'il a inauguré le premier concentrateur de l'Union minière à KTC avec Maman Bobi Ladawa. Donc nous étions presque en première position à l'époque de Mobutu en termes de puissance militaire. Or qu'aujourd'hui, pour que vous soyez craint par votre voisin, il faut avoir ce qu'on appelle la dissuasion militaire. Et Mobutu a travaillé de ce côté-là. Et puis Mobutu partait même au front. Mobutu était un leader. Mobutu montrait l'exemple comme un véritable militaire.
Mobutu se battait à côté de ses militaires. Je me suis vu dans la guerre des 80 jours, la guerre des 5 jours. Mobutu a piloté même un avion, un carreau de guerre pour descendre ici à Polésie. Le président de la République. Le président de la République, lui-même pilote en tenue militaire pour défendre son pays. Lorsqu'il y a eu une rébellion qui s'est créée au Katanga avec des milices de Diabos, à cette époque, Mobutu s'est mis bec et ongle pour que le Katanga soit récupéré. Il a dit le Congo sera un et indivisible. Et il a réussi. Et après ça, il a maintenu l'unité nationale. Ça, c'est quelque chose de positif, l'unité nationale. À l'époque de Mobutu, on ne savait pas comment on pourrait s'appeler Monsieur David. On ne connaissait même pas Monsieur David, il est de quelle tribu. On ne savait même pas Monsieur David, le maire de la ville. Il n'y en avait pas. On va aller rapidement. On va parler de M. Laurent Désiré Kabila, qu'on accueille comme un Jésus qui vient. Qu'est-ce qui a fait que le peuple congolais puisse accueillir de la sorte M. Laurent Désiré Kabila? C'est la souffrance. La souffrance et aussi que les dérives dictatoriales de Mobutu, qui était un vrai président, un vrai panafricaniste. Il s'est transformé en un roi, le roi d'Isaïe. Il voulait que le monde l'adore. Il s'est concentré sur lui-même et non sur sa population qui l'a tant servi pendant un bon moment et qui garde des bons souvenirs de lui. Donc c'est à cause de la dérive de leadership de Laurent Désiré Mobutu que le Congo a connu une crise politique. Suite à cette crise, Mobutu était incapable maintenant à cause de sa faiblesse, de sa maladie, incapable de remplir les compétences nécessaires pour gérer les Zaïre. Et voilà pourquoi il y a eu déclenchement de la rébellion. Et cette rébellion qui a commencé premièrement du côté Rwanda avec les Américains qui voulaient maintenant créer un pivot parce que le premier pivot était Mobutu qui a échoué. Le deuxième pivot qu'on préparait c'était Paul Kagame qui est aussi un agent infiltré de la CIA et l'élève de Museveni. Il était un agent des services de renseignement de Museveni en Ouganda. Et il y avait déjà une préparation. Musée avait déjà commencé sa rébellion contre Mobutu depuis longtemps. Alors, pour Mobutu, il minimisait beaucoup plus Monsieur Laurent Désiré Kabila. C'est comme l'histoire au Katanga avec Gédéon. Gédéon, j'oublie son deuxième nom. Avec Gédéon, Kyungu Mutanga Gédéon, avec sa milice à un petit moment, oh, les Bakataratang, on regarde même sa force et sa puissance, on dit qu'il y a, c'est la faim, c'est la famine. C'est comme ça que Mobutu aussi traitait Musée. Parce que Musée était un affairiste, il venait, il connaissait trop dans l'histoire là des ventes de l'or, des ventes des diamants, il était vraiment impliqué dans les affaires en Tanzanie. De temps en temps, il vient au Congo, il crée des petites rébellions, en même temps, il faut pour le Mobutu, il considère Musée comme un petit voleur de richesses. Il souffrait en Afrique rébellion et puis en Akimbia, en réfugié en Tanzanie. Maintenant, l'avenir de la RDC a été maintenant tracé par les belligérants dans la faiblesse de Laurent Désiré Mobutu. Et s'il avait compris trop tôt les soucis des 13 parlementaires, le pays ne pouvait pas chavirer. Et lui, il était vraiment concentré dans la confiance totale que l'homme, le belligérant, devait être avec lui jusqu'au dernier souffle de sa vie. Ce qui est faux. Lorsqu'ils voient que vous avez rempli les conditions et que ils ont trouvé leurs intérêts et ils vous voient que vous ne pouvez même pas pérenniser leurs intérêts, on vous change comme un carton rouge. Voilà pourquoi on préparait quelqu'un à partir du Rwanda qui pouvait être un pivot pour la RDC afin de dominer. Dans l'idée des belligérants, ils ne veulent pas voir la RDC comme un État souverain et indépendant. Aujourd'hui, la RDC est considérée comme une caisse de résonance des belligérants des États-Unis d'Amérique et de la Belgique. Donc, on pourrait dire, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas totalement indépendants parce que notre souveraineté, elle est bafouée par les belligérants. On nous met des leaders à la tête du pays qui ne sont pas dans la vision ni dans l'attente de la population congolaise. Ok, c'est la population qui devait se choisir ses dirigeants. Ça fait aujourd'hui 66 ans. Nous sommes maintenant dans une réalité. C'est vrai, les Belges ne nous ont pas donné tout ce qu'il faut. Nous avons maintenant des gens qui viennent des universités. Certains étudient même en Belgique, les autres aux États-Unis. Certains, comme nous autres, on étudie ici en République démocratique du Congo. Que faire maintenant pour que la République démocratique du Congo vive sa vraie indépendance? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Continuer à condamner la Belgique ou nous prendre en charge, comme Zé l'avait dit? Ce que nous pouvons faire maintenant, actuellement, c'est la création d'une nouvelle classe politique.
Donc quand nous disons la création d'une nouvelle classe politique, c'est la refondation de l'homme congolais, du mental de l'homme congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un mauvais système de gouvernance où les gens sont en train de se passer le pouvoir de fils en père, de père en fils. C'est comme si le pays est pris en otage par la médiocrité d'une génération. Une génération, c'est par une minorité. Regardez, Mouzé est mort, on nous a remplacé par son fils. Son fils a joué bien son rôle en 2001. Il a joué son rôle en 2006. Le pays était déjà balkanisé. Et pour l'amour du pays, en tout cas, Joseph Kabila était un véritable leader, mais il a chaviré dans ses règnes de pouvoir. Il a bien joué son rôle d'un pacificateur dans ce premier mandat. D'abord, celui qui a réalisé l'impossible avec sa sagesse, son intelligence, son leadership, avec un système de 1+4. Ce qui n'a jamais existé. Ce qui n'a jamais existé nulle part au monde. Et après, on nous a construit la constitution de 2006. Une meilleure constitution, je vous dis, la meilleure des meilleures constitutions au monde entier. On doit changer quand même, ne dites pas Écoutez, ça. je vous dis la vérité parce que je vous dis la meilleure des meilleures parce qu'il y a des articles, des bons articles que les Congolais, ceux qui sont au sommet de l'État, ne mettent pas en pratique. Monsieur Nestor, je vous prends courte Merci transition. beaucoup. On va souhaiter heureux anniversaire à toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance. On vous revient juste après. Joyeux anniversaire à vous, le numéro est juste affiché au bas de l'écran. Envoyez-nous vos photos d'anniversaire, ça va passer sans problème. Heureuse fête de l'indépendance à toute la République démocratique du Congo. Monsieur Nestor Moussoul, on veut bien finir cette émission. Vous avez parlé de différents problèmes, de différents présidents qu'on a connus au sommet du pays. On va vous poser juste quelques questions pour confirmer vos propos dans cette émission. C'est bon? Oui, sans problème. Monsieur Nestor Moussoul, vous avez rassuré qu'aujourd'hui, si nous continuons à souffrir, si l'indépendance congolaise n'est pas la vraie, c'est parce que au niveau des amis de la Belgique, la volonté de nous accorder cette indépendance, il n'y avait pas. Oui, ça j'affirme à 100%. Vous avez rassuré ici dans cette émission que le tout premier président, il était quelqu'un de très sérieux, de très loyal, mais il n'avait pas de leadership. Ça aussi, j'assume à 100%. Vous avez confirmé ici dans cette émission qu'aujourd'hui, si le pays est bloqué, c'est parce qu'il n'y a pas ces changements de classe politique. Oui, ça aussi, j'en assume. Vous avez rassuré ici dans cette émission que c'est vrai, le président Félix Tshisekedi, il a bien commencé son mandat quand il était avec M. Jean-Marc Kabound. C'est quand il a laissé ceux qui ont évolué en RDC et commencé à prendre des expatriés, de Congolais plutôt évoluant, grandis, nés en Europe, qu'il a commencé à très mal travailler. Oui, j'en assume aussi. Vous avez rassuré ici dans cette émission que pour que ça puisse évoluer, les hommes congolais, les hommes d'État congolais doivent apprendre désormais à respecter le texte. Ça aussi à 100%, oui. Merci beaucoup, Monsieur Nestor. Heureuse fête de l'indépendance à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi avec attention cette émission qui s'achève par là. Merci à vous de nous avoir suivis. Heureuse fête de l'indépendance à vous. Merci à Mousbit qui a assuré la prise de vue et la réalisation. Merci à la programmation de Monsieur Patrick Itengue, assisté par Victoire Mwambaye. La coordination et la supervision générale de Monsieur Freddy Tijika, dit 3 fois Chi. Le sénateur David Soulou revient chez vous très prochainement pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. D'ici jusque-là, portez-vous très bien.